Avoir rencontré Alia en personne a totalement dépassé mes attentes. Parce que je dois vous dire que beaucoup de choses que vous voyez de l'industrie musicale ne sont qu'illusions et trompe-l'œil. On peut dire que certains ne sont que des marionnettes de l'industrie. Mais ça n'était pas le cas d'Alia. Au début des années 2000, une artiste captive l'attention du grand public, Alia. Quoi de neuf? C'est Beyoncé. Je suis sur le tapis rouge avec l'une des plus grandes artistes féminines ici, Alia. En plein été 2001, la chanteuse Alia enregistre son tout nouveau clip aux Bahamas. Une fois le tournage terminé, elle s'envole avec 7 membres de son équipe en direction de Miami. Le trajet censé durer environ 1 heure ne durera finalement que quelques secondes, puisque son avion s'écrase au décollage. Aucun des passagers ne survit au crash. L'avion, juste après le décollage sous une parfaite météo, s'est soudainement écrasé par terre, emportant avec lui ses 8 passagers, dont Alia, une jeune actrice et chanteuse talentueuse. L'enterrement de la chanteuse réunira des milliers de fans attristés, ainsi que les plus grosses têtes de l'industrie musicale. Tous sont attristés par ce qui sera présenté comme un terrible accident. Elle avait notre âge. C'est effrayant. Ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. C'était un ange. Je sais qu'elle est avec Dieu maintenant. Puis, à peine une semaine plus tard, l'une des plus grosses têtes de l'industrie musicale, Mary J. Blige, à savoir l'un des plus grands noms du R&B, déclare en direct à la télévision que la mort d'Alia n'a rien d'un accident. Tout ce que je sais, c'est que c'était un meurtre. Un meurtre spirituel, que vous le compreniez ou non. Au fil des années, de nombreuses révélations et des témoignages ont commencé à émerger et à mettre un grand doute sur la version officielle de l'accident. Je sais qu'elle était nerveuse. Elle a appelé notre mère et elle a parlé de ce petit avion. Ma mère lui a dit, tu sais, peut-être que tu ferais mieux de ne pas le prendre. L'un des témoignages les plus glaçants provient d'un bagagiste présent sur les lieux qui a déclaré que la chanteuse a été mise sous substance parce qu'elle ne voulait pas monter dans l'avion, qu'une équipe l'aurait ensuite transportée inconsciente à bord de l'appareil. Et en 2025, cette affaire et ses nombreuses zones d'ombre prennent une tournure historique. Au-delà des théories qui circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux, d'anciens militaires américains ont décidé de se saisir de l'affaire et leurs découvertes révèlent des vérités glaçantes. Des découvertes qui dépassent la simple résolution d'un crime, mais qui pourraient au contraire bouleverser toute notre compréhension du monde. Alia est la clé. R. Kelly était le premier. Je crois qu'elle était l'agneau sacrificiel pour tout ça. Tout le monde savait. On va aujourd'hui tout passer en revue. Il est temps pour Fatima Robinson de parler. Alors je ne vous en dis pas plus, et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans les coulisses de la fame. On décortique ici en profondeur ce qui se passe vraiment dans l'industrie du divertissement. Alors installez-vous bien confortablement, pensez à prendre vos pop-corn. Comme pour n'importe quelle enquête, pour savoir ce qui est vraiment arrivé à la victime, il faut tout d'abord comprendre qui elle était de son vivant, et qui sont les personnes qui l'entouraient. Parce que lorsqu'il y a un meurtre, C'était un meurtre. c'est souvent dans l'entourage, parmi les personnes de confiance, que se cache le coupable ou au moins l'un des complices. Et vous allez le voir, l'entourage d'Alia est assez particulier. Et pour le comprendre, il faut revenir au tout début. Née à New York en 1979, Alia Houghton n'a jamais été une enfant comme les autres. Dès son plus jeune âge, elle se sentait attirée, connectée à certaines civilisations anciennes qu'elle étudiait longuement.
Elle était aussi fascinée par les étoiles. Chaque soir, c'était son rituel. Elle regardait longuement le ciel par la fenêtre avant de s'endormir. Un jour, ses parents l'ont d'ailleurs surprise en train de peindre le plafond de sa chambre pour y dessiner ses propres étoiles. Très soudé et attentif à ses passions qu'il ne comprenait pas forcément, ses parents ont choisi de la soutenir. Ils l'emmenaient par exemple au planétarium. Alia était une enfant rêveuse, un peu la tête dans les nuages, mais en même temps incroyablement intelligente. Elle était toujours parmi les premiers de la classe. Alia était aussi très généreuse. Depuis qu'elle est petite, elle a toujours été complètement altruiste. Son grand frère, Rachad, avec qui elle était très proche, confie que depuis toute petite, elle faisait toujours tout ce qu'on lui demandait. Alia mettait le bonheur des autres avant le sien. Et j'avoue que j'en ai parfois profité. Vous savez, je lui disais que je voulais manger des cookies, et elle me disait « Ok, je vais t'en faire ». Elle trouve très vite sa vocation pour l'art sous toutes ses formes, mais en particulier la musique. Cette fibre artistique vient de sa mère, Diane Houghton, qui voulait jadis être chanteuse et actrice, mais qui a mis ses ambitions de côté pour devenir mère au foyer et s'occuper à plein temps de ses enfants. Le père d'Alia travaillait quant à lui dans un entrepôt avec des horaires assez contraignantes. L'un des éléments les plus importants dans la vie des parents d'Alia était leur religion. Catholiques pratiquants, leur famille assistait et apportait leur aide à l'église. Ils étaient très proches des pasteurs. Alia appelait même l'un d'entre eux « tonton ». Elle m'appelait toujours tonton Marvin. En plus des membres de l'église et de ses parents, une personne a eu un rôle très important dans son éducation, sa grand-mère maternelle. Et ce rôle porte une signification très profonde, puisque la lignée féminine d'Alia, donc sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, descendent de la tribu des Oneida, des autochtones qui étaient présents dans la région de New York bien avant notre époque moderne. Et dans leur culture, les grands-mères occupent une place centrale. Elles sont considérées comme les personnes les plus sages, comme les plus proches du monde spirituel. Elles sont les gardiennes de la famille. La famille d'Alia a donc perpétué cet héritage culturel. La grand-mère d'Alia a vite remarqué que sa petite fille avait un vrai don pour le chant. Elle voyait ce talent comme un cadeau de Dieu et l'encourageait à le partager avec le monde. Alia a suivi ce conseil puisqu'en 1989, à 10 ans, elle a chanté devant des millions de téléspectateurs lors du concours de chant Star Search. Ce concours a vu passer de très grandes stars en devenir. Britney Spears, Christina Aguilera ou encore Beyoncé. Et de la même manière que toutes les autres stars, Alia n'a pas gagné ce concours. Elle est arrivée deuxième, ce qui reste tout de même un très bon résultat qui a attiré l'attention de son oncle Berry Hankerson, qui est le frère de sa mère. L'oncle Berry venait de lancer son label de musique, il cherchait des talents, alors forcément la passion et le talent de sa nièce l'ont très vite intéressé. Il a présenté Alia à la légendaire Gladys Knight, nulle autre que l'une des plus grandes chanteuses de soul de tous les temps. Si l'oncle Berry avait le contact d'une chanteuse aussi reconnue dans son répertoire, c'est parce qu'il s'agit en fait de son ex-femme. Ils se sont rencontrés par le plus grand des hasards puisque l'oncle Berry n'était pas du tout dans le domaine de la musique à la base, et grâce à ce contact, la petite Alia, âgée d'à peine 10 ans, a chanté aux côtés de l'une des plus grandes chanteuses dans les casinos les plus prestigieux de Las Vegas. Ces spectacles attiraient beaucoup de monde, dont un rappeur, un certain Tupac, qui, selon son associé, Suge Knight, a immédiatement repéré la jeune chanteuse et, sans même connaître son nom, a déclaré « De toutes les filles et femmes que j'ai jamais vues, c'est elle que je vois comme la plus grande star, avec la plus belle voix. » L'enfance merveilleuse d'Alia a été troublée par la mort de sa grand-mère en 1991. La cause de son décès n'a pas été rendue publique. On sait qu'avant de nous quitter, elle a transmis sa bague à Alia, une bague que la chanteuse a gardée jusqu'à la fin de sa vie.
Alia a aussi gardé une peluche, un orang-outan, que lui avait offert sa grand-mère quand elle était petite. La chanteuse a continué à dormir avec cette peluche chaque nuit, même adulte. Pour ses 13 ans, l'oncle Berry a décidé de passer au niveau supérieur. Il était temps pour Alia de réaliser son rêve et de travailler sur son premier album. L'oncle Berry a trouvé le producteur parfait pour aider la jeune fille, un certain R. Kelly. Pour ceux qui ne le sauraient pas, R. Kelly est un chanteur, auteur-compositeur très populaire qui est entre autres derrière le tube I Believe I Can Fly. À cette époque, il n'était pas encore aussi mainstream, mais c'était un chanteur de R&B reconnu. Alia, accompagnée d'R. Kelly, qui est devenu son nouveau mentor, mais aussi de son oncle et de sa mère, qui est dès lors devenue sa manager à plein temps, a travaillé sur son album en parallèle de ses cours. Et à 15 ans, en 1994, son premier album est enfin prêt. Le grand public a pu découvrir la voix angélique d'Alia. L'album s'intitule Age Ain't Nothing But a Number, soit l'âge n'est rien de plus qu'un chiffre. Un titre un peu ambigu que le grand public a interprété comme une façon de dire qu'il n'y a pas d'âge pour devenir une star, parce que c'est clairement le message qu'Alia renvoie ici. Toujours accompagnée de ses lunettes de soleil, elle n'a pas du tout l'image d'une ado de 15 ans, elle a déjà tout d'une grande superstar. L'album est un succès dans les pays anglophones ainsi qu'au Japon. L'un des titres a atteint le top 5 américain. Le bémol que beaucoup de critiques ont pu faire à cet album, c'est qu'on dirait un album de R. Kelly avec une voix féminine. Et factuellement, c'est exactement ce dont il s'agit ici. Toutes les musiques ont été écrites et produites par le chanteur, mais il y a aussi le style et les vêtements d'Alia qui viennent directement d'R. Kelly. Le chanteur est aussi présent pendant la tournée d'Alia, pendant une grande partie de sa promo. Il apparaît même en fond de la pochette de l'album. Sa présence très marquée empêche à Alia d'avoir, malgré le succès de l'album, une vraie reconnaissance artistique. Bien sûr, elle n'avait ici que 15 ans, donc c'est normal qu'elle n'ait pas encore trouvé son identité d'artiste. Mais avant de pouvoir rebondir sur un autre projet et montrer ce qu'elle pouvait proposer, un scandale immense a éclaté, puisqu'on a appris qu'elle s'est mariée. En secret, à 15 ans, avec celui qui était censé être son mentor, R. Kelly. Oui, le titre de son album prend alors une toute autre signification bien plus inquiétante. C'est en décembre 1994 que le magazine Vibe publie le certificat de mariage d'Alia et R. Kelly. Il révèle ainsi un mariage secret qui a eu lieu dans une chambre d'hôtel dans l'Illinois. Se marier à 15 ans, c'est interdit aux États-Unis. Pour parvenir à ses fins, R. Kelly a falsifié des documents et trafiqué l'âge d'Alia pour faire apparaître 18 ans sur ses papiers. Cette histoire est glaçante, on parle bien ici d'une fille de 15 ans, mariée à un homme de 27 ans, un homme qui est en plus habitué aux sombres pratiques. Derrière l'image publique très lisse qu'il affichait à la télévision, R. Kelly menait en réalité une vie beaucoup plus sombre. Il est aujourd'hui reconnu comme un prédateur sexuel, impliqué dans un grand réseau de manipulation et d'exploitation de mineurs. Le chanteur a été jugé et reconnu coupable avec des preuves accablantes, vidéos à l'appui. Il entraînait en fait ses victimes dans ce que les enquêteurs ont qualifié de dérives sectaires. Il rendait des jeunes filles psychologiquement à sa merci en les isolant de ses proches, puis il les maltraitait et les entraînait dans ses fantasmes de plus en plus sombres et pervers. Il avait aussi pour habitude de tout filmer afin de pouvoir faire chanter ses victimes avec des vidéos compromettantes si jamais il leur venait à l'idée de se retourner contre lui. Le procès très médiatisé d'R. Kelly a eu lieu en 2021 pour des faits remontant aux années 90. Sa relation avec Alia y a été abordée et plusieurs témoins ont rapporté qu'il aurait en fait épousé Alia parce qu'elle serait tombée enceinte de lui.
Il n'y a aucune preuve de ces allégations qui n'ont finalement pas été retenues, mais elles expliqueraient l'intérêt qu'R. Kelly avait d'épouser Alia, parce qu'à cette époque, en étant son mari, il pouvait prendre certaines décisions médicales, notamment un avortement. R. Kelly rendait aussi légal sur le papier toute relation qu'il pouvait avoir avec Alia. En gros, il a utilisé toutes les failles des lois et a contourné tout ce qu'il pouvait contourner pour assouvir ses désirs pervers en toute discrétion et avec le moins de risques possible. Le procès d'R. Kelly a exposé toutes les horreurs de la fameuse secte dans laquelle Alia était mêlée. On ne connaîtra par contre jamais la version de l'histoire d'Alia qui sera citée au tribunal comme la victime décédée en 2001. En public, Alia a toujours gardé le sourire quand on lui parlait d'R. Kelly. Tu as commencé avec R. Kelly? You begin with R. Kelly? He produced the first album. He produced the first album. Yes. And now you... Il y a maintenant 3 ans, il y a eu cette terrible rumeur. Quelle est ta relation avec R. Kelly? Est-ce que vous êtes mariés? Non, on n'est pas mariés. C'est un grand producteur, un grand artiste, que j'admire beaucoup. Mais en privé, selon Damon Dash, son partenaire en 2001, elle s'effondrait en larmes dès qu'elle abordait cette période de sa vie. Elle était même incapable de parler, une réaction classique pour une personne profondément traumatisée, qu'on retrouve justement chez d'autres victimes d'R. Kelly qui ont témoigné contre lui dans un documentaire poignant. J'ai regardé une partie du documentaire et il y avait cette fille qui essayait de parler mais qui n'y arrivait pas. Et je me suis rappelé d'Alia qui essayait de parler mais qui n'y arrivait pas. Sans parvenir à entrer dans les détails, Alia a selon lui seulement pu conclure en lui disant qu'R. Kelly est un homme mauvais. Quand les parents d'Alia ont appris l'existence de ce mariage, ils ont vu rouge et ont réussi à l'annuler. Alia, ses parents et R. Kelly ont ensuite signé un contrat de non-divulgation. Selon ce contrat supervisé par l'oncle Berry, tout ce qui se passait en coulisses pendant cette période devait rester secret. Les parents d'Alia recevaient, en échange de leur silence, les droits sur les 3 premiers albums du chanteur. On peut dire que les parents d'Alia ont vendu le silence de leur fille contre de l'argent. Mais ce n'est pas forcément une décision choquante vu le contexte de l'époque, puisque dans les années 90, s'attaquer à une figure aussi influente qu'R. Kelly était extrêmement compliqué. La loi du silence régnait sur ce genre d'affaires, qui était en plus très tabou. Dénoncer l'artiste aurait desservi la carrière d'Alia, qui n'était qu'à son commencement. On peut donc comprendre l'existence de ce contrat, même s'il reste très problématique sur bien des aspects. Par contre, ce qui est plus difficile à comprendre, c'est comment personne dans la famille d'Alia n'a pu voir ce qui se tramait en coulisses. Pourquoi R. Kelly était-il si souvent seul avec une enfant ? Il y a clairement eu de la négligence ici, voire de la complicité. Et les regards se sont très vite tournés vers l'oncle d'Alia, qui a présenté R. Kelly à la chanteuse. En fait, Barry Hankerson, qui est mon manager, est son oncle. C'est lui qui m'a dit de venir à Détroit pour écouter sa nièce. Une fois que je suis venu à Détroit, j'ai même pas eu besoin de l'écouter chanter parce qu'elle était resplendissante. Il est surtout impliqué dans le management des 2 artistes, et beaucoup de personnes ont du mal à croire qu'il n'était au courant de rien. Surtout que l'oncle Berry a une réputation qui ne joue pas en sa faveur. Il est considéré comme étant une figure impitoyable dans l'industrie. Si Alia n'a jamais signalé le moindre incident le concernant, au fil des années, les autres artistes du manager ont dressé un portrait de l'oncle Berry qui a de quoi inquiéter. Il a enchaîné les plaintes, on l'accuse d'exploiter les artistes, de les voler, de harcèlement sur son lieu de travail, de faire passer ses intérêts bien avant ceux des artistes. L'une de ses anciennes artistes, Kim Dong, l'accuse d'avoir fait exploser sa voiture, de l'avoir harcelé sur son lieu de travail mais aussi en ligne, et d'avoir fait une campagne de diffamation contre elle où il affirmait à tort qu'elle avait le sida. Mais il y a aussi la chanteuse Jojo qui était mineure quand elle a signé chez lui, qui affirme avoir vécu un enfer. Bloquée par ses contrats, elle devait suivre un régime à 500
500 calories par jour. Elle devait prendre des pilules amaigrissantes et subissait même des injections pour lui faire supprimer l'appétit. C'est sûr que toutes ces affaires ne font pas de l'oncle Berry une personne à qui on a envie d'accorder sa confiance. Mais ça ne fait pas pour autant de lui quelqu'un qui aurait livré sa nièce à un prédateur pour autant. Du moins, livré en toute connaissance de cause. Il assure de son côté qu'il n'était au courant de rien. Je n'en savais rien, j'en avais pas la moindre idée. Que lorsqu'il a appris l'existence de ce mariage, en même temps que tout le monde, il a songé à aller tuer R. Kelly. Puis il s'est résolu à une réaction plus sage en allant prier pour que sa nièce obtienne justice et qu'R. Kelly paye pour ce qu'il lui a fait. Une prière qui a finalement été exaucée. Le chanteur R. Kelly est condamné à 30 ans de prison pour traite sexuelle, racket et d'autres... L'oncle Berry affirme pour sa défense qu'en tant que directeur de label, il s'occupait des parties commerciales, des contrats, un travail à plein temps. Et il rappelle qu'il n'a jamais laissé sa nièce seule. Elle avait quelqu'un censé veiller sur elle, sa manager, sa sœur, donc la mère d'Alia. L'oncle Berry affirme avoir des doutes sur ce que la mère d'Alia savait réellement sur cette terrible affaire. Je pense que ma sœur en sait beaucoup plus que ce que nous pensons qu'elle sait. Les déclarations de l'oncle d'Alia ont choqué beaucoup de monde, car la chanteuse était très proche de sa mère. Je suis très fière d'elle, vous savez. Je suis fière de tout ce qu'elle fait. C'est une magnifique et adorable femme. Merci, maman. Dans une lettre non datée, Alia écrivait d'ailleurs qu'elle avait la meilleure mère du monde. Mais la meilleure mère du monde aurait en réalité exposé sa fille à des comportements totalement inappropriés. Et c'est Alia elle-même qui nous le fait clairement comprendre. Dans une ancienne interview au Late Late Show, Alia affirme que sa mère a été la première à la sexualiser. Quand j'étais petite, vous savez, ma mère me cherchait des agents. Elle voulait m'introduire dans le business, donc elle m'a pris en photo et elle a dit « Oh wow, elle a un sexe à pile sur les photos ». Donc j'étais chaude dès mes 10 ans. Je ne suis pas sûr que tu doives être chaud dès 10 ans. Alia dit des choses très dérangeantes sans même se rendre compte de la gravité de ce qu'elle dit. Elle en rit parce que pour elle, tout cela lui semble normal, visiblement parce qu'elle a grandi dans un environnement où c'était la norme. Et elle a dit « Oh wow, elle a un sexe à pile sur les photos ». Pendant le procès d'R. Kelly, l'une des plaignantes a également fait des révélations sur la mère d'Alia. Il s'agit de Lisa Van Allen, l'une des victimes d'R. Kelly qui a joué un rôle clé dans son incarcération. Elle révèle qu'un soir, alors que le chanteur était sous l'effet de substances, il se serait confié à elle, rempli de culpabilité. Il lui aurait parlé de son propre passé, affirmant avoir lui-même subi des abus dans son enfance, qu'il présentait comme une explication face à son comportement actuel. Puis il serait revenu sur son mariage avec Alia, affirmant qu'elle était bel et bien tombée enceinte, et que la mère de la chanteuse était au courant de beaucoup de choses. Et ça vient de sa bouche. Je pourrais même passer au détecteur de mensonges pour vous le prouver. C'est ce qu'il m'a dit. Cette dernière aurait surtout eu des relations intimes avec le chanteur, parce qu'elle était très attirée par lui. Ils avaient des relations sexuelles sur le canapé dans le salon, pendant qu'Alia dormait dans sa chambre. Et encore une fois, c'est ce que lui m'a dit. Selon toutes ces révélations, la mère d'Alia serait donc la première à être tombée dans la secte d'R. Kelly. Elle dément fermement toutes ces allégations, qui sont, selon elle, des calomnies fausses et ridicules, portées par des personnes qui cherchent de l'attention et qui visent à détruire son nom. La mère d'Alia dément aussi un autre témoignage, celui de Jovante Cunningham. Si jamais je ne parle pas, je lui permettrai de continuer encore et encore. Je dois parler pour Alia. Je dois parler pour toutes celles qui ne sont pas assez fortes pour raconter leurs histoires. Je me dois d'en parler. Jovante se présente comme une danseuse d'Alia de sa toute première tournée. Et elle affirme avoir vu des choses totalement inappropriées de la part d'R. Kelly dans le bus de la tournée.
Et selon la mère d'Alia, ce témoignage est faux. Alia n'a jamais été seule dans le bus avec R. Kelly et la danseuse est même selon elle une escroc qui n'a jamais connu Alia. Alors, qui croire? C'est très difficile d'y répondre puisque c'est parole contre parole. Est-ce qu'il y a vraiment tant de gens capables d'inventer des choses horribles? Ou bien est-ce que la mère d'Alia cherche à protéger R. Kelly et à se protéger elle-même? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Est-ce que la négligence, voire la complicité vient de sa mère ou de son oncle? C'est un débat qui persiste encore aujourd'hui. Mais ce qui est en tout cas incontestable, c'est qu'Alia n'a pas été protégée comme elle le devait et a été livrée aux mauvaises personnes. Et il n'y a pas qu'R. Kelly dans ce lot de mauvaises personnes autour d'elle. Elle a aussi été aperçue proche d'un certain P. Diddy. Cette photo date de 1994. Alia avait donc 15 ans. Diddy, qui a pour habitude d'être proche des jeunes artistes, était ici en voyage en Jamaïque avec Alia. Impossible de savoir qui était auprès d'Alia pour veiller sur elle. Impossible de savoir aussi concrètement ce qui s'est passé pendant ce voyage. Officiellement, ce n'était que pour un événement hip-hop qui se terminait en soirée très arrosée. Mais quand on sait que Diddy est un profil finalement assez similaire à celui d'R. Kelly, à la différence que son système est encore plus rodé puisque ses victimes déclarent qu'elles étaient mises inconscientes pour ne pas avoir de souvenir des abus qu'elle subissait, ces anciennes photos sont des plus inquiétantes et montrent à quel point Alia, l'enfant pur, profondément gentil, qui ne demandait qu'à être une chanteuse et vivre de son art, a été introduite au sein des plus sombres sphères de l'industrie. À la suite du scandale du mariage qui a éclaté juste après son voyage en Jamaïque, la chanteuse a eu un nouveau manager, bien décidé à la protéger cette fois. Son père, qui était jusque-là absent parce qu'il travaillait toujours dans son entrepôt. Pour protéger Alia du scandale et de la pression médiatique, ses parents l'ont emmenée en Europe, continent dans lequel elle n'était pas encore très connue. Puis ils l'ont rapidement fait travailler sur son deuxième album. Le plan initial était simple, travailler avec les producteurs les plus en vogue possible. C'est la stratégie facile que beaucoup d'artistes suivent. Et en 95, travailler pour un producteur tendance rimait avec travailler pour P. Diddy. C'est lui qui devait être le second producteur d'Alia, après R. Kelly. On reste clairement sur les pires profils qu'on puisse imaginer comme producteurs. Alia et Diddy ont travaillé ensemble pendant une semaine, mais ils ont compris que ça ne prenait pas, que leur style ne matchait pas. P. Diddy n'était pas à son top niveau, il avait du mal à trouver de l'inspiration, et Alia voulait des sonorités innovantes. Vu le profil de Diddy, le savoir en studio avec Alia d'à peine 16 ans a de quoi inquiéter. Mais après le scandale R. Kelly, les parents d'Alia, dont son père, étaient beaucoup plus vigilants. Donc, a priori, il n'y aurait pas eu de débordement. La chanteuse qui commençait à imposer ses choix artistiques a décidé de collaborer avec des artistes de second plan, à savoir Timbaland et Missy Elliott, qui n'étaient pas très connus à cette époque. C'était un choix risqué. Alia ne suivait pas les chiffres et la tendance, mais son intuition, elle se sentait connectée à leur art. L'alchimie entre nous est incroyable et je pense que c'est parce que je suis prête à prendre des risques, même avec des idées folles, on s'amuse, on est libre. Le trio a alors créé un album dans un cadre qu'ils estimaient parfait. Missy, Timbaland et Alia se considèrent comme une petite famille, comme un petit groupe de meilleurs amis. Alia ne se contentait pas seulement d'être une simple muse qui chante ce qu'on lui dit de chanter, mais au contraire, elle participait à toutes les parties créatives. Elle apportait aussi toute la vision artistique. Et sa vision, couplée aux productions futuristes de Timbaland et aux textes pointus de Missy Elliott, ont créé une recette magique qu'on retrouve dans l'album One in a Million. Oh non. Sans être un grand succès immédiat, l'album a trouvé un réel succès dans la durée et s'est imposé comme une référence dans le monde du R&B qui a inspiré toute une génération d'artistes. Alia a renforcé sa crédibilité artistique en prouvant que son succès ne dépendait pas d'R. Kelly. Sur cet album, elle a montré ses prouesses vocales.
qui lui ont ouvert la porte de la Maison Blanche où elle a chanté pour Noël devant le président en 97. Qu'est-ce que j'étais nerveuse ce jour-là. Après cet album, Alia a obtenu son diplôme de fin d'études avec l'équivalent français d'une mention très bien et s'est enfin consacrée à 100% sur sa carrière. Elle a alors pris une trajectoire surprenante puisqu'elle a décidé de se lancer dans le cinéma. Elle a décroché un rôle dans Roméo doit mourir, elle a offert une prestation saluée par la critique et a participé à la bande originale du film avec le tube Try Again qui sera un immense succès. À une époque où les musiques de R&B étaient souvent très sensuelles, Alia atteint le sommet des charts avec une musique qui fait plutôt penser à un mantra. La chanson d'Alia est un réel hymne à la persévérance et à la résilience que chacun peut appliquer dans ses projets professionnels ou personnels. Et clairement, la résilience, c'est ce qui ressort de la carrière d'Alia. Elle se donne les moyens de réussir dans tous les domaines qu'elle touche. La musique, la danse, le cinéma. Il faut travailler dur pour être la meilleure possible. Et je l'applique dans tout ce que je fais, que ce soit le cinéma, la danse, la musique, je suis constamment en compétition avec moi-même. Parce que j'aime ça. C'est mon travail, mais c'est quelque chose que j'aime. Alors je m'amuse en même temps, même si parfois je me lève tôt, que je dois rester debout malgré la fatigue. Je le fais quand même, tout ça vaut le coup, parce que ça me rend vraiment heureuse. Je me réveille le matin et fais quelque chose que j'aime. Il n'y a rien de mieux que ça. C'est ce que je rêve de faire depuis que je suis petite. Et je remercie Dieu pour toutes les bénédictions que j'ai. Avec un professionnalisme reconnu et acclamé par toutes les personnes qui ont travaillé avec elle, Alia veut devenir une artiste accomplie. Quand je serai plus là, j'aimerais que les gens se rappellent de moi comme étant une véritable artiste et une bonne personne. Mais on en reparle dans quelques années, on verra ce que j'aurai dans la tête d'ici là. Et au début du millénaire, ses efforts commencent à porter leurs fruits. Alia devient la personnalité à suivre, la grande star, mais aussi la hit girl de sa génération. Elle lance des tendances, parce qu'elle maîtrise son image à la perfection. L'image va de pair avec la musique, parce que c'est comme ça que les gens vous identifient. Ils ne séparent pas forcément la musique du style et de l'image. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps à choisir ce que je porte. Elle a une vraie vision dans son style, elle opte pour des looks intemporels qui sont encore aujourd'hui repris par des personnalités publiques. Alia a son look signature, ses baggy, son bandana, mais elle sait aussi adopter des looks plus élégants à certaines occasions. Ce contraste est la grande spécificité d'Alia, on le ressent dans tout ce qu'elle fait. Elle paraît à la fois timide, réservée, et en même temps, elle monopolise l'attention et sait être à l'aise dans les plus grands événements. Elle est à la fois une superstar, et en même temps, elle est super accessible, elle est proche des gens. Cette authenticité rare, cette connexion qu'elle tisse avec le public, lui offre son grand succès et participe au fait que les gens s'identifient à elle, que les gens l'aiment. Rencontrer toutes ces personnes, pouvoir les toucher, savoir qu'ils m'aiment, c'est un sentiment absolument merveilleux. Malgré son succès, les récompenses qu'elle enchaîne, Alia ne prend pas une seule seconde la grosse tête, elle reste remplie d'humilité. La chanteuse n'était pas fan du show business et de la pression qu'il y a autour. Elle ne regardait pas les chiffres de vente et les classements. Comment as-tu appris que ta musique était numéro 1 ? C'est ma maison de disques. C'est mon publicitaire qui m'a appelé. Moi, je ne regarde pas trop les classements, etc. J'essaye de garder cette partie de stress loin de moi. Elle préférait se décontracter dans ce qui pouvait raviver en elle son âme d'enfant. J'aime aller à l'arcade, parce que j'aime ces moments où je me ressens comme une enfant à nouveau. C'est quelque chose de très important quand tu es dans ce business. Il y a tellement de glamour, de travail, et tu peux te perdre dans tout ça. Alors, il faut parfois retourner un peu à la réalité.
Elle est toujours à l'heure et n'a rien des comportements de diva qu'adoptent souvent les personnes de l'industrie. Bien au contraire, Alia fait attention à traiter tout le monde avec respect. Je ne sais pas, mais je pense à beaucoup de choses. Pas uniquement à ma vie, mais à celle des personnes proches de moi. Je pense beaucoup à mon frère, à ma famille. Je me demande comment je pourrais les rendre heureux. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire, rendre les personnes autour de moi heureuses. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses dans la tête d'Alia. Alia apparaît très souvent auprès d'un homme, souvent main dans la main, son frère Rachad. Alia faisait en sorte que les personnes qui comptent pour elle profitent de son exposition. Mon frère Rachad, je t'aime. Tu es tout pour moi. Dans un milieu pourtant rempli d'ego, Alia était une réelle bouffée d'air frais qui surprenait constamment les personnes qui travaillaient avec elle. Je me rappelle avoir dit à Alia, mais tu es trop gentil. Je veux dire, tu pourrais très bien avoir une mauvaise journée, être un peu plus fermé ou aigri, personne ne te dirait quoi que ce soit, mais elle, jamais. Elle restait toujours si douce, si polie. Alia était comme un ange pour de vrai. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de toute ma vie qui se soit jamais énervé pour quoi que ce soit. Elle était tout simplement angélique. Elle devait être un ange. Alia a fait un choix très inhabituel pour une célébrité, celui de ne pas vivre à Los Angeles. Même si elle devait souvent s'y rendre pour mener à bien certains projets, sa résidence principale était à New York, sa ville de naissance, une ville plus artistique dans laquelle elle se reconnaissait plus. Son appartement se situe dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville, mais l'intérieur n'a rien d'un grand appartement de luxe. Il est beaucoup moins grand que les appartements secondaires de la majorité des célébrités. Alia n'était pas matérialiste. Vous voulez que je me décrive ? Eh bien, je suis simple. Je suis une personne simple. Elle était un peu déconnectée de toute l'industrie et ses codes, et pourtant, en même temps, elle devenait l'une des personnalités les plus importantes de l'industrie. Une personnalité super rentable pour les marques et les labels. Les labels, justement, se l'arrachaient tous. Tout le monde voulait la signer. Tupac, celui qui l'avait repérée et avait cru en son talent depuis le tout début, voulait la signer depuis un long moment, mais il n'a finalement pas pu puisqu'il s'est fait assassiner. Alia se rendait dans les événements des labels, ceux de Diddy et Jay-Z entre autres. Encore signée chez son oncle, Alia explorait les différents cercles de l'industrie. Elle semblait chercher à savoir en qui elle pouvait avoir confiance et en qui elle pouvait s'associer pour la suite de sa carrière. Il faut un certain temps pour apprendre à me connaître, et je pense que c'est parce que je prends mon temps pour apprendre à connaître les gens. Mais en fréquentant tout ce beau monde, Alia n'a pas seulement obtenu des opportunités professionnelles, elle s'est aussi rapidement retrouvée au cœur d'un triangle amoureux. C'est lors des soirées les plus réputées de l'industrie, celle de P. Diddy, que deux hommes ont commencé à tourner autour d'elle, le rappeur Jay-Z et le producteur Damon Dash. Tous les deux sont amis de longue date. Jay-Z est mon meilleur ami. Je n'ai pas honte de le dire. Ce sont les deux cofondateurs du label Roc-A-Fella. Mais les deux amis ont mené un discret combat de coq pour avoir Alia. Ça a été confirmé par plusieurs témoins, dont Damon lui-même. Selon lui, tous les hommes voulaient Alia. Mais Jay-Z était quant à lui obsédé par elle. Il a tout tenté pour la séduire. Il lui a même offert des fleurs. Vu les ambitions de Jay-Z et sa fibre de businessman, il avait sûrement une vraie vision pour qu'avec Alia, il puisse devenir le couple le plus puissant de l'industrie. Jay-Z a laissé quelques rumeurs circuler autour de son couple avec Alia, ce que la chanteuse a fini par démentir. Jay-Z et moi, on est de très bons amis, on traîne beaucoup ensemble. Et souvent quand deux personnes traînent ensemble dans cette industrie, les gens pensent qu'ils sortent ensemble, mais c'est pas le cas pour Jay-Z et moi. Et en ce qui concerne ma vie personnelle, je préfère ne pas vraiment en parler. Et si je ne le fais pas, c'est parce que quand tu es une personnalité publique, ta vie appartient aux gens, elle appartient au public.
Et c'est ok, ça fait partie du job, mais il y a toujours une petite partie que tu te dois de garder pour toi. Et cette partie de ma vie en fait partie. Très pudique sur l'aspect romantique de sa vie, dont rien n'a circulé depuis son mariage avec R. Kelly, Aaliyah a finalement officialisé son couple à la fin de l'année 2000 avec Damon Dash. Le grand gagnant du cœur d'Aaliyah confie qu'il tentait de la séduire pendant leur soirée ensemble, mais qu'il n'a pas réussi. C'est finalement après avoir eu une conversation profonde que l'évidence s'est imposée. On s'est mis à parler de choses comme l'âme, l'évolution de notre âme, et c'est de là qu'une vraie connexion s'est créée. On a tout d'abord développé une véritable amitié, et puis des sentiments se sont créés. C'était presque un accident. Dans un milieu où tout le monde ne parlait qu'argent et quête de pouvoir, Aaliyah l'a surpris en lui parlant du sens profond de la vie et du concept d'âme. Le regard très conscient qu'Aaliyah portait sur le monde l'a surpris et l'a poussé vers des perspectives totalement nouvelles. Il avait 30 ans, elle 21, et pourtant c'est elle qui lui enseignait la vie. Auprès d'elle, Damon confie avoir compris quelque chose qu'il ne connaissait pas en ses 30 années de vie. Je ne savais pas ce que c'était que de tomber amoureux. Je ne comprenais rien à ce sentiment, et j'ai pu l'expérimenter avec elle. Maintenant, je sais quel est ce sentiment. Et c'était comme la première fois qu'on était tous les deux autant en paix et heureux. Il se voyait marié à Aaliyah, mais il savait qu'avant de parler mariage et enfants, elle avait des ambitions plein la tête. Elle vivait de sa passion et n'était pas prête à ralentir. Elle le savait et tout le monde s'en doutait, sa carrière ne devait être ici qu'à son commencement. Aaliyah a enchaîné les projets, avec un emploi du temps qui ne lui laissait aucun répit. Mais combien d'heures as-tu par jour au juste? Oh oui, je travaille beaucoup. Elle a décroché un deuxième grand rôle, cette fois dans un film d'horreur qui a montré à quel point elle pouvait s'adapter à tout type de film, mais elle sera aussi à l'affiche de 3 autres films qu'elle n'a sûrement pas choisis au hasard vu les thèmes qui y sont abordés. L'un des films dénonce la corruption dans le milieu du hip-hop. Un autre illustre comment la passion pour la musique est difficile à suivre quand on veut garder sa foi et ses valeurs. Et enfin, le troisième film dans lequel elle devait apparaître est un des films de la saga Matrix, un immense carton considéré comme l'un des films de science-fiction les plus philosophiques et spirituels du XXIe siècle. La Matrice. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant parce que c'est top secret. J'en connais pas encore beaucoup sur la Matrice. Malgré sa passion et son talent pour le cinéma, Aaliyah précise en 2001 qu'elle n'arrête pas la musique pour autant. Comme vous le savez sûrement, ces derniers mois et ces dernières années, j'ai travaillé très dur pour devenir une véritable artiste. J'ai eu la chance de décrocher de grands rôles, mais même si vous me voyez plutôt au cinéma ces derniers temps, je tiens à rassurer mes fans. Je vais reprendre ma carrière musicale. Je ne m'arrête pas. J'aime la musique. Sans Dieu et mes fans, rien de tout ça ne serait possible, alors profitez bien du spectacle. Et elle sort cette même année son 3e album intitulé Aaliyah. Le nom de cet album s'explique parce que c'est le tout premier qui vient vraiment d'Aaliyah à 100%. J'ai pris mon temps avec cet album et je sens vraiment qu'il vient de moi. J'espère que mes fans pourront ressentir qui je suis, vraiment. Cet album est dédié à sa grand-mère. Elle confie en interview avec une vulnérabilité qu'elle n'a jusqu'ici jamais laissé entrevoir, que malgré sa vie en apparence parfaite et le fait qu'elle aime sincèrement toutes les parties de son travail, la dépression est quelque chose qui vient souvent la rattraper. Et forcément, quand on sait tous les traumatismes qu'elle gardait en elle depuis tout ce temps, on ne peut que la comprendre. Aaliyah confie que lorsqu'elle commençait à sombrer dans la dépression, penser à sa grand-mère la réconfortait immédiatement et lui permettait de retourner travailler. Pour cet album, son oncle lui a laissé une carte blanche totale. Aaliyah a choisi précisément les thèmes des musiques, mais aussi auprès de qui elle allait les créer. Il y a quelques participations de Timbaland, de Missy Elliott, mais aussi des producteurs peu connus, dont un certain Static Major, qui est le producteur ayant le plus travaillé sur ce 3e album.
Et cet album surprend, c'est un véritable tournant artistique. On n'est plus uniquement sur du R&B, il y a des influences psychédéliques, mais aussi des influences rock et orientales avec des samples de musique arabe. Alia qui porte un prénom arabe. Alia est mon vrai prénom. C'est arabe, musulman. Ça signifie la plus élevée, la plus sublime et la plus noble. Explore cette dimension dans sa musique. Pour la chanteuse, la musique est un langage universel. Tu sais que la musique est un langage universel? Alors elle veut y ajouter beaucoup d'influences pour que chacun puisse d'une certaine manière s'y connecter. L'album offre donc un rendu unique, avec beaucoup de sonorités différentes, tout en étant cohérent à son identité R&B. Et c'est un grand succès. La chanteuse enchaîne les interviews, à commencer par sa ville de cœur à New York, auprès du Time Magazine, avec un journaliste qui confie avoir ressenti quelque chose de très spécial en Alia. Avoir rencontré Alia en personne a totalement dépassé mes attentes. Parce que je dois vous dire que beaucoup de choses que vous voyez de l'industrie musicale ne sont qu'illusions et trompe-l'œil. Ce que vous voyez des pochettes et des vidéos n'a souvent rien à voir. Absolument rien à voir. Avec la réalité, on peut dire que certains ne sont que des marionnettes de l'industrie. Mais ce n'était pas le cas d'Alia. Elle était bien plus magique en réalité que ce que vous pouvez voir dans ces vidéos. C'est très difficile à décrire, mais elle avait une sorte d'aura. Maintenant qu'Alia est une star internationale, la promo de l'album se fait elle aussi à l'international. Malgré sa peur pour l'avion, elle a peur des avions. Elle a toujours eu cette véritable peur des avions. La chanteuse voyage jusqu'en France. Je m'appelle Alia. Je suis something. Non. J'ai 22 ans. Merci beaucoup. Elle passe par la radio Skyrock. Elle y interprète l'une de ses nouvelles musiques. Avec une interview assez légère, puis elle passe par l'Allemagne, par le journal Die Zeit, qui est l'équivalent du New York Times en Allemagne. Elle y fait une interview beaucoup plus profonde. Elle parle de maturité artistique, elle explique qu'elle a comme projet d'aller en Égypte, y étudier l'égyptologie qui la fascine depuis qu'elle est toute petite. C'est juste que je ressens une connexion avec l'Égypte pour une raison que je ne connais pas. Puis elle explique que pendant son sommeil ces derniers temps, elle fait un rêve exceptionnel. Ce rêve l'inquiète parce qu'elle n'arrive pas à le comprendre. Dans ce rêve, je cite, « Il fait sombre dans mon rêve préféré. Quelqu'un me suit. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peur. » Puis soudain, je décolle. Loin. Comment je me sens? Comme si je nageais dans l'air, libre, légère. Plus personne ne peut m'atteindre, plus personne ne peut me toucher. C'est une sensation merveilleuse. Avec ce rêve, beaucoup de personnes et même certains journaux pourtant réputés très terre-à-terre estiment qu'elle a d'une certaine manière pressenti ce qui allait lui arriver. D'autant plus que la lignée autochtone d'Alia, souvenez-vous, la grande tribu des Oneida, accordait une grande importance aux rêves. Lorsqu'ils sont marquants, ils sont considérés selon leurs croyances comme des messages venant de l'au-delà. Après son séjour en Europe, Alia retourne aux États-Unis. Elle commence à tourner des scènes pour le film Matrix. Puis enchaîne les tournages des clips, dont celui de la chanson Rock the Boat. Cette musique, produite par Static Major, a des sonorités planantes,
presque hypnotique. L'atmosphère de cette chanson est sensuelle et en même temps psychédélique, envoûtante, presque mystique. Pour le clip de cette chanson de R&B résolument pas comme les autres, Aaliyah sait exactement ce qu'elle veut. Elle veut des plans dans lesquels elle nage dans l'eau. Des plans sur une plage et des chorégraphies sur un bateau. Pour donner vie à ses idées, Aaliyah choisit de faire confiance à celui qui est réputé comme le maître des clips et des plans larges, Hype Williams. Aaliyah le connaît déjà, ils ont travaillé ensemble à plusieurs reprises. Ils ont surtout fait des soirées ensemble, puisque Hype est un habitué des soirées de P. Diddy. Pour la chorégraphie, Aaliyah choisit Fatima Robinson. Ce n'est pas nouveau, ni un choix surprenant, elles ont pour habitude de travailler ensemble. Fatima, qui a aussi travaillé pour d'autres grands noms de l'industrie, dont Tupac, Michael Jackson ou encore Mary J. Blige, est une chorégraphe très professionnelle, mais aussi réputée très mystique. Beaucoup ne la comprennent pas forcément puisqu'elle parle d'énergie, de vibration, de canalisation des forces invisibles. Si je vous parle de Hype Williams et de Fatima Robinson, c'est parce qu'ils vont tous les deux, à leur manière, avoir un comportement inhabituel pendant le tournage de ce clip, qui sera le clip fatidique de la chanteuse. Le tournage initial n'a pas lieu aux Bahamas, mais en Floride, sur un fond vert. Le but était d'ajouter un fond en post-production pour gagner du temps. Mais Hype Williams, le réalisateur du clip, insiste, il faut des plans sur une vraie plage. L'avantage, c'est qu'en Floride, il y a de super plages, mais Hype Williams lui suggère d'aller aux Bahamas pour avoir un rendu plus tropical. Et il n'a pas tort, c'est vrai que les Bahamas offrent de plus belles plages, mais la chanteuse n'a pas beaucoup de temps, rappelez-vous. Elle a un emploi du temps très chargé. Pour la fin du mois d'août de 2001, elle a encore des scènes de Matrix à tourner, des interviews promotionnelles à réaliser. Elle a un rendez-vous avec Whitney Houston prévu pour un projet à venir. Elle a aussi des préparatifs pour organiser sa toute première tournée à l'international. La chanteuse voulait aussi profiter d'un jour off pour être avec Damon. Aaliyah préfère en plus éviter de faire des allers-retours en avion parce qu'elle en a toujours eu peur et elle ne veut pas partir sans son frère. Elle n'a jamais pris l'avion sans lui et il n'est pas là pour le tournage du clip. Aaliyah a donc toutes les raisons du monde de ne pas partir aux Bahamas. Mais Hype Williams insiste encore une fois, il a une vraie vision artistique et si elle veut vraiment le meilleur clip possible, il faut aller sur cette île. Elle n'est pas très loin. Pendant que les négociations continuent, Fatima, la chorégraphe, reste silencieuse. Hype finit par avoir le dernier mot, Aaliyah accepte d'aller aux Bahamas avec un vol organisé à la dernière minute sans son frère. L'aller se passe bien, le tournage du clip se passe lui aussi très bien. Comme toujours, Aaliyah est très professionnelle, bienveillante avec ses équipes, c'est un plaisir de travailler avec elle, comme le confie cette danseuse. Aaliyah était tellement chill, cool, elle nous faisait vraiment ressentir qu'on était toutes ses sœurs. Elle n'était absolument pas prétentieuse, genre vraiment à aucun moment. Et peu importe le stress, elle était hyper cool, elle faisait des blagues. L'énergie était trop bonne. Mais Aaliyah est plus fatiguée que d'habitude. Sûrement cet emploi du temps chargé qui commence à se faire ressentir. Durant l'un des 3 jours de tournage, Aaliyah s'excuse auprès de ses équipes. Elle a besoin de faire une sieste. Impossible pour elle de tenir. Elle part s'isoler et fait une courte sieste dans une chambre du bateau. Alors que la chanteuse est endormie, quelqu'un décide d'entrer dans sa chambre. Il s'agit de Fatima Robinson. Fatima regarde Aaliyah dormir. Elle s'approche d'elle et la prend en photo. Fatima affirme qu'elle a pris cette photo pour illustrer la douceur et l'humanité d'Aaliyah loin des caméras. Je me rappelle m'être dit « Waouh ! Elle est vraiment magnifique.
Je me suis rapprochée très proche d'elle pour la prendre en photo. Elle ne s'est pas réveillée, elle n'a rien remarqué. Mais la photo est magnifique. Vu ce qui est arrivé dans les 48 heures, quand cette photo circulera, beaucoup penseront qu'Alia était décédée ici. Mais non, sur cette photo, elle est en train de faire une paisible sieste. Quand le tournage touche à sa fin, Hype Williams a une nouvelle idée de dernière minute, celle de rentrer dans différents avions pour laisser ceux qui veulent profiter des Bahamas un peu plus longtemps. Hype était en mode « Bon bah on a beaucoup travaillé, on devrait rester profiter une journée de plus ». Oui, à la base, on était tous censés partir en même temps. Moi, j'étais en mode « Oh bah pourquoi pas, si je peux rester aux Bahamas, une nuit bonus, je vais pas me gêner ». Alia fait bien sûr partie de ceux qui doivent rentrer vite, elle n'a pas le temps de profiter des Bahamas. Elle était en mode « Ah non, je peux vraiment pas, je dois y aller, mais on se verra à New York ». Fatima doit elle aussi rentrer, mais elle décide finalement de rester quand même sur l'île. Fatima devait rentrer elle aussi, mais elle était en mode « Je vais rester, hé hé ». Lorsqu'un petit bateau vient chercher ceux qui souhaitent être transportés à l'aéroport, Fatima sort de nouveau son appareil photo. Cette photo, dans laquelle on voit Alia partir en direction de l'aéroport, sera la dernière photo de la chanteuse, mais aussi de toutes les personnes auprès d'elle. Les derniers signes de vie d'Alia seront un bref appel qu'elle passera à sa mère. Je sais qu'elle était nerveuse, elle a appelé notre mère et elle a parlé de ce petit avion. Ma mère lui a dit « Tu sais, peut-être que tu ferais mieux de ne pas le prendre. Ce n'est pas si loin, tu peux revenir autrement des Bahamas. » Et un message qu'elle enverra à Damon. Elle m'a envoyé un texto avec son BlackBerry. Elle écrivait « Je n'aime pas cet avion ». Après le départ d'Alia sur son bateau, l'équipe restée aux Bahamas est dans une bulle. Ils sont tous unanimes, ils ont l'impression d'avoir participé à un grand projet. Si, d'habitude, après le tournage d'un clip, les équipes qui ont dû écouter en boucle une même chanson veulent absolument ne plus entendre la chanson en question, qui à la longue est devenue très désagréable. Sérieux, on écoute la même musique 1 million de fois pour tourner un clip. On n'en peut plus normalement. On veut plus du tout l'écouter. Ici c'est différent. Le tournage est terminé, mais les danseuses continuent à danser sur la musique Rock the Boat, tout simplement pour s'amuser, parce que le moment est tout simplement beau. C'est un moment un peu hors du temps. Ce moment me fait un peu penser à un hommage. Et si le timing est correct, il se pourrait que ce soit pendant qu'elle était en transition. Pendant que toute l'équipe danse, un drame a lieu à quelques kilomètres. L'équipe restée aux Bahamas est justement la première à être avertie de la nouvelle qui fera bientôt le tour du monde. Fatima viendra reconnaître l'identité des personnes décédées, la chorégraphe sera chargée d'informer la famille d'Alia du drame, tous sont sous le choc, de la même manière que les 8 autres familles ayant perdu un proche dans ce crash. Alia Houghton ne réalisera pas toute la carrière qu'elle souhaitait accomplir. Je ne m'arrête pas, j'aime la musique. Comme une étoile stoppée dans sa trajectoire, Alia s'éteint mais continue de briller dans le cœur de tous ses fans qui viendront d'ailleurs par milliers assister de loin à son enterrement. La chanteuse se fait enterrer avec sa peluche, son fameux orang-outan offert par sa grand-mère qui était toujours auprès d'elle. Si je devais prendre 3 objets avec moi pour aller sur une île déserte, ce serait quoi ? Il y aurait ma peluche que j'appelle Lina. C'est un jouet qui m'a été offert par ma grand-mère et je dors toujours avec depuis que je suis toute petite. J'ai l'impression d'être auprès de ma grand-mère quand je l'ai avec moi. Sa mère libère symboliquement la première des 22 colombes relâchées pour les 22 bougies d'Alia. Avant que l'enquête chargée de comprendre ce qui s'est concrètement passé avec son avion ne soit achevée, Mary J. Blige prend les devants et révèle en direct à la télévision qu'il s'agit d'un meurtre. Tout ce que je sais, c'est que c'était un meurtre spirituel, que vous le compreniez ou non.
Mais l'enquête officielle ne lui donnera pas raison. Ce qui est arrivé à Alia et à son équipe est officiellement un accident. L'avion, très petit, était surchargé d'environ 300 kg, en partie parce qu'on retrouvait dans ce petit avion du matériel de tournage très lourd. Le poids était en plus mal réparti. Avec tous ces éléments, il n'aura fallu qu'environ 15 secondes après le décollage pour que l'avion s'écrase. L'enquête révélera aussi que le pilote, Luis Morales, qui n'a rien à voir avec les équipes d'Alia, qui a été placé ici via la compagnie aérienne, n'était pas autorisé à piloter ce type d'avion. Il n'avait pas la licence adaptée. Ce pilote a en plus des antécédents, des gros problèmes d'addiction, qui l'ont mis à l'écart et sanctionné à plusieurs reprises dans son métier. Et selon les rapports d'autopsie, pour son dernier trajet d'avion, il a une fois de plus consommé de la et de l'alcool. Il n'était donc pas en état de conduire l'avion, en plus de ne pas y être légalement autorisé. Les résultats de l'enquête laissent planer de nombreuses questions sans réponse. Comment une compagnie a-t-elle pu laisser un profil aussi alarmant sur tous les points conduire un avion? Un avion qui transportait, qui plus est, une cliente prestigieuse. C'est triste à dire parce que tout le monde devrait être traité avec autant d'attention bien sûr, mais généralement la vigilance est au maximum quand une compagnie transporte une célébrité. Qui a laissé l'avion être surchargé? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il a été surchargé? Pourquoi du matériel aussi lourd a été transporté dans ce petit avion? Pourquoi la chanteuse a-t-elle accepté de monter dans ce petit avion qui ne lui inspirait aucune confiance? Il y a deux lectures possibles ici, et je vous invite vraiment à vous faire votre propre avis en mesurant tous les éléments qui entrent en jeu ici. Il y a soit l'option numéro 1, il s'agirait, comme le veut l'enquête officielle, d'une succession d'erreurs et de manque de vigilance. La compagnie serait défaillante, elle aurait laissé l'avion être chargé plus qu'il ne le devait, le hasard aurait placé le pire pilote possible en charge de conduire cet avion, et Alia aurait accepté d'y monter malgré son scepticisme, parce qu'elle était sous la pression de son emploi du temps, qu'elle était trop pressée. C'est une version qui aligne énormément de micro-détails, d'éléments chacun peu probables, mis les uns avec les autres, mais qui restent tout de même plausibles. En 2001, sur les 26 millions de vols dans le monde, on recense 210 crashs aériens mortels. Alors avec une probabilité de 0,0008%, Alia n'aurait pas eu de chance. Elle aurait été au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise personne, et ce serait tombé sur elle de la même manière que ça aurait pu tomber sur n'importe qui dans le monde finalement. Ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. C'était un ange. Soit, option numéro 2, tout aurait été élaboré avec un plan machiavélique et très bien ficelé pour qu'Alia monte dans un avion qui était à 100% condamné. Parce qu'ici le pilote sous substance apparaît facilement comme étant le grand coupable. Mais en réalité, encore une fois, l'avion était surchargé et donc condamné avant le décollage. Il n'aurait jamais pu tenir pendant les 1h30 de vol. Tous les bagages apparaissent ici comme une forme de sabotage de l'avion. Le pilote ne serait quant à lui qu'un pion, facile à placer sous substance vu ses antécédents. Une fois placé en état d'ébriété, il n'était qu'à moitié conscient de ce qu'il faisait et de ce qui se passait autour de lui. Il ne risquait pas d'interférer le plan. Cette deuxième option, à l'inverse de la première, n'accumule pas des mini-probabilités mises les unes après les autres, mais seulement une personne ou un groupe avec d'immenses moyens spécialisés dans le crime qui aurait une réelle raison d'éliminer la chanteuse. Mais cette option, jugée bien trop conspirationniste par les autorités, ne sera pas étudiée par la justice. Et l'attention de la mort d'Alia retombera d'ailleurs assez rapidement, puisqu'à peine 17 jours plus tard, d'autres avions monopoliseront l'attention de la planète entière pendant des années. Alors les éléments étranges sur la mort de la chanteuse seront assez rapidement mis de côté, et la renommée d'Alia retombera elle aussi, puisque d'autres artistes exploseront par la suite, laissant Alia et toute l'histoire qu'elle a écrite et qu'elle devait écrire dans l'ombre. Et année après année, elle qui avait tout d'une superstar populaire sera vue comme une artiste de niche pour les fans de R&B mélancolique des années 90 à 2000. Malgré l'immense empreinte qu'elle laisse dans la musique, aucun média mainstream ne semble vouloir explorer pleinement son héritage culturel, ni lever le voile sur les zones d'ombre entourant sa mort. Jusqu'à ce qu'en 2019, une journaliste reconnue
Cathy Yandoli, qui a travaillé entre autres pour le magazine Rolling Stone, remarque ce manque d'analyse complète sur Alia et entame l'écriture d'un livre qu'elle voyait comme un hommage à la chanteuse laissée trop longtemps dans l'oubli. Malgré le Covid qui a interféré son travail, la journaliste écrit son livre pendant 2 années de recherche approfondie. Elle part aux Bahamas y rencontrer un certain Kingsley Russell qui travaille dans les aéroports depuis qu'il est petit et qui, à 13 ans, le 25 août 2001, était chargé de mettre les bagages dans l'avion de la chanteuse. Il affirme à la journaliste qu'il vit depuis 18 ans avec un secret. Il a tout vu. Il a vu Alia arriver à l'aéroport. Et il affirme qu'elle a immédiatement été prise de panique en voyant l'avion. Elle a vérifié les bagages et a affirmé que ce petit avion ne tiendrait jamais avec tout le matériel. Après un petit moment de réflexion, elle a, selon Kingsley Russell, affirmé qu'il était hors de question de prendre cet avion. Puis elle serait partie chambouler, s'isoler dans le van qui les a conduits jusqu'à l'embarquement. Elle tentait de se calmer dans le véhicule et de trouver une autre solution pour partir des Bahamas. Puis un membre de son équipe serait venu la voir pour lui demander si tout allait bien, parce qu'elle avait l'air très perturbée. De là, Alia aurait affirmé de nouveau qu'elle ne voulait surtout pas monter dans cet avion, et que c'est d'ailleurs affaire réglée. Elle prendra un autre avion qui arrivera plus tard. Alia affirme aussi qu'elle ne se sent pas très bien, qu'elle a un mal de tête. La personne lui propose alors un sédatif pour soulager son mal de tête, ce que la chanteuse accepte. Mais ce qu'il lui a donné aurait été bien plus puissant qu'elle ne l'imaginait, puisqu'elle s'est totalement endormie dans le van. Des membres de son équipe l'auraient alors transportée inconsciente, totalement endormie dans l'avion. Selon Kingsley Russell, Alia n'était consciente de rien. Elle ne savait pas qu'elle montait à bord de l'avion. Son témoignage a clairement de quoi faire penser à une scène de crime, avec une personne placée contre son gré dans un avion condamné, un avion dans lequel elle ne voulait pas monter. Malheureusement, le bagagiste n'a aucune preuve pour appuyer son témoignage. C'est pour cette raison qu'il n'a parlé à personne de tout ça. Alors est-ce qu'à 13 ans, il aurait pu extrapoler les choses ? Croire, voir certaines choses? Est-ce qu'il recherche de l'attention aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, il est honnête et était tétanisé depuis tout ce temps par ce qu'il a vu? On peut tout imaginer. Dans sa version, ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi les 7 autres personnes décédées auprès d'Alia ont accepté d'aller dans cet avion en voyant cette situation très alarmante. Ils auraient ici accepté d'être dans un avion avec la chanteuse endormie auprès d'eux. Cette nouvelle version explique certaines zones d'ombre de l'enquête. Elle nous pousse plutôt vers la piste du crime que celle de l'accident, mais reste encore très incomplète pour comprendre ce qui s'est passé. Le livre de Cathy Yandoli verra le jour en 2021. Il fera les gros titres. Et c'est tout juste 8 jours après la parution de ce livre qu'une personne dans l'entourage très proche de la chanteuse se décidera à lâcher une énorme révélation, littéralement 20 ans après la disparition d'Alia. Il s'agit de Damon Dash. Il révèle qu'il y avait un deuxième avion. Alia ne devait pas prendre ce petit avion parce qu'elle avait fini par en trouver un autre, un bien plus grand et rassurant qui lui avait été envoyé. Ce deuxième avion était envoyé par Lenny Kravitz. Le chanteur Lenny Kravitz vit aux Bahamas, où il écrit la majorité de ses musiques et mène une vie très spirituelle en marge de la société. Il a surtout un profond respect pour Alia, et quand il a appris qu'elle était de passage sur son île, il lui a fait savoir qu'elle ne devait pas hésiter à lui demander de l'aide si elle avait besoin de quoi que ce soit. La chanteuse n'avait besoin de rien. Puis en apprenant qu'elle avait quelques problèmes pour rentrer, Lenny Kravitz lui aurait envoyé son jet privé. Un jet plus grand et beaucoup plus rassurant. Sauf que ce jet, destiné à Alia, a, selon Damon Dash, été pris par quelqu'un d'autre, par Hype Williams, le réalisateur du clip, celui qui voulait absolument partir aux Bahamas pour ce clip, et qui a eu l'idée de rentrer en prenant différents avions. Ce qui m'a vraiment énervé, c'est quand j'ai appris que Lenny Kravitz lui a offert son jet, et que Hype a pris le jet. Oh oui, ça m'a vraiment énervé. Vous feriez bien d'en parler à Hype d'ailleurs. Oui, et vous, est-ce que vous en avez parlé avec Hype? Oh putain, oui. Et alors, où est-ce que ça a mené? Demandez-lui.
Mais c'est à vous que je demande. Demandez-lui. Oula, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à dire. Par respect pour Alia et sa famille, je ne vais pas en parler. La version de la danseuse d'Alia est différente. Elle a fait partie du vol envoyé par Lenny Kravitz. Et selon elle, ce jet a été envoyé après le crash d'Alia parce que les équipes étaient traumatisées et avaient peur de rentrer. Ça ne serait pas Alia, mais Fatima qui aurait contacté Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Merci Lenny Kravitz. Je n'ai jamais eu la chance de le remercier en personne, mais il est ami avec Fatima et il a prêté son jet pour qu'on puisse rentrer, parce que je vous jure, on était traumatisés. Son témoignage est intéressant, mais en sa position de danseuse, elle n'était pas forcément au courant de toutes les manœuvres qui ont eu lieu en coulisses et les changements d'avion possibles révélés par Damon Dash, puisque pour Damon, Hype a pris intentionnellement l'avion destiné à Alia. Cette information change toute la donne et pousse de plus en plus d'internautes à s'interroger sur Hype Williams. Ses posts Instagram sont inondés de messages qui le questionnent sur ce qui s'est vraiment passé, voire même de messages qui l'accusent d'être responsable de la mort d'Alia. Et Hype n'a jamais répondu à quoi que ce soit. C'est un grand silence radio qui intrigue beaucoup. De la même manière, Lenny Kravitz ne répond pas lui non plus. Personne ne semble vouloir éclaircir tous les éléments qu'apporte Damon Dash. Si la mort d'Alia n'est pas un accident, comme de nombreux éléments nous le laissent penser, Hype Williams apparaît clairement comme un suspect ici. En plus d'avoir prétendument pris l'avion qui était destiné à la chanteuse, c'est de manière factuelle à cause de ses décisions que la chanteuse s'est rendue aux Bahamas, un lieu où l'attendait un piège, un avion condamné. Mais quel aurait été l'intérêt d'Hype Williams ? C'est vrai, quel est l'intérêt pour un réalisateur de clips de participer au meurtre de la chanteuse super populaire qui lui fait confiance ? Les autorités refusent d'ouvrir la moindre enquête approfondie le concernant. Ils refusent de retracer les liens qu'il pourrait avoir et les intérêts plus grands qu'il aurait pu représenter ici. Pourtant, il existe de nombreuses pistes très intéressantes dans les contacts d'Hype Williams et on va toutes les explorer progressivement, en commençant par les moins confirmés pour aller vers les plus solides. À chaque étape, on prendra le temps de peser le pour et le contre pour que vous puissiez vous faire votre propre avis que j'ai d'ailleurs comme toujours hâte de lire en commentaire. Tout d'abord, il y a la fameuse grande théorie, vous savez, celle qui circule partout, qui concerne une autre chanteuse avec laquelle Hype est très fidèle. La personne avec laquelle je préfère travailler, au cas où ça intéresserait quelqu'un, c'est Beyoncé. Bien évidemment parce que c'est Beyoncé, mais aussi parce que c'est la seule qui travaille encore plus que moi. Un an avant le drame, Hype avait travaillé pour la première fois avec le groupe des Destiny Child, dont l'une des chanteuses, Beyoncé, qui était sur le point de lancer sa carrière en solo. Sa carrière, depuis le tout début, a évolué en parallèle de celle d'Alia. Si l'une n'était en compétition qu'avec elle-même, déconnectée des chiffres et des grandes récompenses, moi, je ne regarde pas trop les classements, etc. J'essaye de garder cette partie de stress loin de moi. L'autre a été dénoncé par Kanye West, entre autres, de mettre des pressions aux cérémonies de remise de prix pour obtenir des récompenses. Beyoncé, j'ai été blessé parce que j'ai appris que tu as dit que tu ne ferais pas de performance à moins de remporter la récompense du meilleur clip de l'année devant moi et Drake. Je mets ma carrière, ma vie, ma réputation en jeu en vous parlant de ça. C'est un grand moment dans la matrice. À la différence d'Hype Williams, Beyoncé a donc un mobile. Et il est simple, peut-être même trop simple. Il n'y avait qu'une seule place sur le trône du R&B. Et Beyoncé voulait ce trône pour elle toute seule. I'm the only one. Cette théorie paraît un peu cliché, mais la carrière grandissante d'Alia, de plus en plus populaire, avait légitimement de quoi effrayer ses rivales.
Je vais reprendre ma carrière musicale. Cela fait partie du jeu de l'industrie d'être en concurrence les uns avec les autres, mais certains auraient peut-être été tentés de contourner les règles en éliminant directement la concurrence. Ça paraît fou, mais à n'importe quelle période de l'histoire et plus ou moins partout dans le monde, l'influence, le pouvoir et la popularité ont poussé de nombreuses personnes à commettre le pire pour s'emparer d'une place convoitée. Ce serait presque étonnant qu'à notre époque, dans une industrie où l'ego domine, ces pratiques ne soient jamais arrivées. La narrative qui fait de Beyoncé la grande méchante qui aurait tout orchestré toute seule est assez spectaculaire et donc très virale sur les réseaux. Tout le monde l'a plus ou moins vu passer, en y adhérant ou non bien sûr. Mais il y a un élément important à prendre en compte. Beyoncé n'avait ici que 19 ans. Elle était en plus très ancrée dans sa foi chrétienne à cette période. Alors cela paraît très gros, voire caricatural d'imaginer qu'une chanteuse si jeune, à l'image si parfaite, ait manigancé dans l'ombre un plan aussi élaboré, de son plein gré, juste pour être la seule et l'unique. Il faut reconnaître que même les films de l'après-midi sur TF1 n'ont pas des scénarios aussi extravagants. Même si parfois, la réalité dépasse la fiction, on va revenir dessus plus tard. Hype Williams avait par contre dans son entourage quelqu'un avec un intérêt beaucoup plus concret à se débarrasser d'Alia et dont personne ne parle, R. Kelly. Et oui, la carrière grandissante d'Alia lui faisait peur. Forcément, il voyait une jeune fille qui connaissait tous ses plus sombres secrets monter au sommet, avec en plus une grande indépendance, ce qui est rare dans ce milieu. On peut dire que certains ne sont que des marionnettes de l'industrie, mais ce n'était pas le cas d'Alia. En ce qui concerne chaque aspect de ma carrière, c'est moi qui ai le dernier mot, j'ai un vrai contrôle, c'est très important pour moi, c'est ma vie. En 2001, R. Kelly et ses petites affaires étaient encore gardées secrètes, et vu le silence qui régnait sur ce genre d'affaires, il n'y avait aucune raison pour que ça change. Parce que lorsqu'une personne lambda venait attaquer R. Kelly, le chanteur, via son statut, avait de quoi faire pression, de quoi intimider ses victimes, de quoi rester intouchable. Mais face à une personne en position de force, face à Alia, le statut intouchable d'R. Kelly était alors menacé. Il suffit de voir le cas P. Diddy, qui a lui aussi vécu la belle vie pendant des décennies, jusqu'à ce que Cassie, une célébrité, porte plainte et permette à bien d'autres victimes de sortir du silence. Alia était bien plus populaire que Cassie ne l'a jamais été. Le statut d'Alia avait de quoi effrayer R. Kelly. Avant de nous quitter, Alia faisait en plus un véritable travail sur elle-même, un travail de reconstruction. Elle reconnaissait être troublée par des moments de dépression, elle commençait à se livrer à des mondages sur ce qu'elle a vécu, elle en pleurait, elle commençait à prendre conscience de ce dans quoi elle a été livrée. Rien n'indique qu'elle ait envisagé de poursuivre R. Kelly pour obtenir justice, mais si on est totalement réaliste, il est très probable qu'elle aurait fini par le faire, et R. Kelly le savait forcément. Elle était soumise à un accord de confidentialité. Rappelez-vous du fameux papier qu'elle a signé avec ses parents et R. Kelly. Sauf que cet accord n'avait en réalité aucune valeur juridique, parce qu'Alia l'a signé en étant mineure. Elle aurait très facilement pu détruire ce contrat, qui aurait en plus appuyé sa possible plainte, en plus de tous les éléments qui étaient déjà en sa possession, puisque son mariage avec R. Kelly était reconnu publiquement. Le grand R. Kelly, intouchable jusqu'alors et habitué à contourner la loi pour protéger ses secrets, courait de très grands risques avec Alia dans les parages. Son crash d'avion a représenté pour lui un véritable coup de chance. Et légitimement, une question se pose. A-t-il un lien avec ce coup de chance? Jusqu'où un homme mauvais, c'est ainsi qu'Alia elle-même l'aurait qualifié selon Damon Dash. Elle m'a dit, c'est un homme très mauvais. Alors que, soit dit en passant, Alia, en dehors d'R. Kelly, n'a jamais dit de mal de qui que ce soit. Jusqu'où cet homme mauvais était-il prêt à aller pour empêcher que sa carrière et sa vie ne soient détruites?
quand on analyse toutes les ruses qu'il a utilisées par le passé, c'est une question tout à fait légitime. Mais R. Kelly avait probablement un complice dans ces affaires, quelqu'un qui le couvrait auprès d'Alia. Comme on l'a vu précédemment, c'est soit l'oncle de la chanteuse, soit la mère de la chanteuse. Il n'y a ici qu'Alia qui sait réellement de qui il s'agit. C'est ici un autre secret qu'elle a emporté avec elle dans sa tombe. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne coupable risquait elle aussi très gros, mise en danger de mineurs, voire complicité sur mineurs, sont deux chefs d'accusation très graves qui peuvent aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement chacun. La personne qui savait ce qui se passait entre R. Kelly et Alia risquait gros. Le ou la coupable allait en plus devenir la risée des États-Unis si Alia finissait par passer aux aveux. Concrètement, Hype Williams a fait en sorte qu'Alia se rende aux Bahamas. Mais la sélection de la compagnie aérienne, donc le deuxième élément qui a participé au drame, dépendait de l'équipe d'Alia, donc d'une autre personne dans son entourage. Les rapports d'enquête ne retracent pas l'identité de la personne qui a choisi cette compagnie, mais la mère ou l'oncle d'Alia, en tant que manager et patron de label, était en position stratégique pour le faire. L'oncle Berry, qui a une plainte contre lui dans laquelle il est accusé d'avoir fait exploser une voiture, est assez suspect. C'est un peu le coupable parfait. Son nom revient constamment sur les réseaux sociaux. Il y a un élément qui revient beaucoup entre autres. Il aurait signé une assurance vie avec une clause de non-responsabilité au cas où il arrivait quelque chose à Alia. Une assurance signée 5 jours avant son décès. C'est une info qui circule beaucoup. Mais après fact-checking, cette information s'avère fausse. Il n'y a aucune vraie source derrière. Il y a par contre bel et bien un témoignage qui rend l'oncle Berry assez suspect. Il s'agit des révélation d'O.J. Piru Ayatollah. Cet homme est l'une des figures historiques des gangs de Los Angeles qui partagent souvent des témoignages sur des affaires marquantes telles que les meurtres de Tupac ou de Biggie par exemple. Alors ces récits manquent souvent de preuves concrètes mais ils sont considérés comme étant assez crédibles vu son statut d'ancien, respecté, ayant appartenu au vrai gang de Campion. Et cet ancien gangster affirme que le jour du décès de la chanteuse, il était en compagnie de l'oncle d'Alia, Berry Carson, et Berry aurait touché 90 millions de dollars via une assurance. Quand Alia est morte, pour décès résultant d'une faute, Berry a gagné 90 millions de dollars. Est-ce que je suis censé le dire à la télé ? Cette somme immense serait un dédommagement face aux revenus potentiels qu'Alia aurait dû lui générer. O.J. n'a par contre ici fourni aucune preuve pour appuyer ses allégations. On ignore comment il aurait eu accès au cercle proche de Berry Carson, mais ces déclarations ont quand même de quoi inquiéter. Si elles sont vraies, elles prouveraient que la mort d'Alia aurait bénéficié financièrement à Berry Carson. Berry qui, comme on a pu le voir précédemment, était réputé comme étant prêt à tout pour de l'argent. Berry voyait en plus Alia se rendre chez les labels concurrents. Il la voyait sortir avec le patron d'un autre label. Il avait probablement peur de perdre son talent, peur de perdre sa poule aux œufs d'or. C'est une réflexion légitime qu'aurait pu avoir n'importe quel patron de label qui voit son talent avec d'autres cercles de l'industrie. Ainsi, Berry a un mobile loin d'être négligeable. Quand il se livrera sur la mort d'Alia, il ne mentionnera pas l'argent qu'il aurait reçu, mais il se dira profondément attristé par la disparition de sa nièce. Il sera aussi le seul membre de la famille d'Alia à émettre un doute sur ce qui s'est réellement passé et sur la conclusion officielle de l'accident. L'oncle Berry affirme également qu'il ne voulait pas qu'Alia travaille avec Hype Williams. Pour une raison simple et légitime, il voulait éviter tout lien, toute connexion, même indirecte, entre Alia et R. Kelly, et il savait bien sûr qu'Hype Williams était proche d'R. Kelly. Mais pour le tournage du clip, quelqu'un dans l'équipe d'Alia a insisté pour que la chanteuse accepte de travailler avec lui. Diane Octon, donc la mère d'Alia. C'est elle, selon Berry, qui a tracé tout un chemin pour qu'Hype Williams dirige le clip de Rock the Boat. Lors de sa dernière remise de prix, Alia a remercié tout le monde, absolument tout le monde. Dieu,
chaque producteur, ses fans, mais en ce qui concerne sa famille, il y a certaines personnes qu'elle n'a pas remerciées. Écoutez attentivement cet extrait. Thanks to Barry Hankerson, Jomo Hankerson and Black Ground Records, Virgin Records. Don't Silver Pictures, one of my brothers. Jimmy Michael Courtney, CIA, David Brooke on the Company, Wayne Ashton for great video, Too Static for favorite song, Fatima for great choreography. My brother Rashad, I love you, you're my everything. And thanks to God for his blessings. And I dedicate this award to my grandfather and to the memory of my grandmother. Peace, thank you. Elle n'a pas remercié ses parents. Peut-être qu'il s'agit ici d'un oubli sur le coup de l'émotion. Elle les a toujours remerciés par le passé, donc peut-être aussi que pour une fois, elle ne les a pas cités parce qu'elle les a suffisamment remerciés tout au long de sa carrière. Mais au vu de la reconstruction profonde qu'elle faisait, elle avait peut-être au contraire compris certaines choses de son passé. Pris conscience que certaines choses n'étaient pas normales. Ils avaient des relations sexuelles sur le canapé dans le salon pendant qu'Alia dormait dans sa chambre. Pris conscience que sa mère en particulier n'avait pas toujours voulu son bien. Donc elle m'a pris en photo et elle a dit « Oh waouh, elle a un à pile sur les photos ». Je pense que ma sœur en sait beaucoup plus que ce que nous pensons qu'elle sait. Ainsi, Alia avait peut-être ici décidé de ne plus remercier sa mère aveuglément. Selon le frère d'Alia, la mère de la chanteuse était son dernier appel avant le vol et lui aurait conseillé de ne pas prendre l'avion. Je sais qu'elle était nerveuse, elle a appelé notre mère et elle a parlé de ce petit avion. Ma mère lui a dit, tu sais peut-être que tu ferais mieux de ne pas le prendre. Lors de l'enterrement, cette dernière semblait être la plus attristée et détruite par la situation. Donc à l'inverse de l'oncle, elle est un peu la figure que personne ne soupçonne, mais pour laquelle il ne faut pas oublier son attitude très suspecte par le passé. Elle serait tombée sous la secte d'R. Kelly, et quand une personne tombe dans une secte, c'est tout un mécanisme psychologique de dépendance qu'il y a derrière. C'est un lavage de cerveau littéralement, où la victime est prête à tout faire pour son bourreau. Alors, sous la pression, par peur de se faire condamner, est-ce qu'elle aurait pu, une énième fois, protéger R. Kelly ? Ça peut paraître fou, c'est vrai que ça serait la pire des trahisons qu'on puisse imaginer, il s'agit ici seulement d'une piste, d'une théorie qui a été largement entrouverte par l'oncle d'Alia, alors sans aucun parti pris, comme dans n'importe quelle enquête, il convient de se demander à qui profite le crime, et la mère d'Alia avait potentiellement de réels intérêts à ce qu'Alia, qui grandissait et dont elle perdait le contrôle, ne se mette pas à trop parler du passé. Encore une fois, la mère et l'oncle, qui sont en conflit depuis plus de 30 ans maintenant, sont tous deux suspects à leur manière. L'un est le coupable facile, l'oncle cupide, prêt à tout pour 90 millions de dollars. L'autre est à l'inverse, celle que personne n'ose soupçonner, mais qui reste une mère très particulière, il faut le reconnaître. Ce qui est certain, c'est qu'R. Kelly reste la personne avec le plus de bonnes raisons de se débarrasser d'Alia, puisque le dossier R. Kelly est immense, bien souvent négligé, minimisé. Le chanteur R. Kelly est condamné à 30 ans de prison. Même si le chanteur n'a pas d'affaire de meurtre dans ses antécédents judiciaires, il faut bien comprendre qu'il mettait ses victimes sous pression, qu'il était prêt à tout pour ne jamais payer le prix de ses actes. Il est resté pendant des années à mener une vie de rêve, avec beaucoup d'artistes populaires qui continuent à travailler avec lui. Alors que son mariage avec Alia à 15 ans était pourtant reconnu publiquement. L'un des premiers de l'industrie à avoir voulu faire tomber R. Kelly était Damon Dash. Ce qui m'étonne, c'est comment est-ce qu'il a pu s'en tirer pendant autant de temps. Combien de personnes savaient, mais on regardait ailleurs. Il a publiquement dénoncé ce qui lui semblait totalement fou et que tout le monde avait laissé passer à l'époque. Ça faisait la une des journaux. Tout le monde en parlait comme si c'était normal. Il s'est marié avec la chanteuse Alia 15 ans. Damon a aussi fait circuler dans les cercles de l'industrie la vérité sur les traumatismes qu'R. Kelly a fait subir à Alia. Il a commencé par en parler à son grand ami, Jay-Z. Jay-Z est mon meilleur ami. Je n'ai pas honte de le dire. Mais quelques semaines plus tard, Damon a vécu ce qu'il estime être une immense trahison de la part de Jay-Z. Jay-Z a décidé de faire un album commun avec R. Kelly. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place?
Quand quelqu'un que vous respectez fait tout ça avec quelqu'un que vous ne pouvez pas vous voir. Parce que, ouais, tu es cool avec moi, et tu sais que j'ai eu une fille que ton pote a violée. Et je te le dis, mais toi, tu continues à bosser avec lui? Vous auriez ressenti quoi à ma place? Vous pensez que je ressens quoi, moi? Et ce n'était ici que le début des trahisons. Très vite, Damon a compris qu'il n'était plus invité aux réunions de son propre label. Pourquoi personne m'a prévenu qu'il y avait une réunion marketing à propos de Jay-Z? Son associé, Jay-Z, a passé son temps à l'éviter et à conspirer contre lui. Ils conspirent, ils font des réunions ensemble pour savoir comment me sortir du business et couper mes revenus. Damon Dash, qui était pourtant détruit par la perte de sa bien-aimée, n'a pas compris ce changement soudain. Jay-Z affirme de son côté que ce n'est que du business. Il n'y a pas de tension, c'est juste qu'on grandit. Et parfois, grandir signifie grandir sur différents chemins. Ça fait partie de la vie. C'est ça de grandir. Mais ce comportement a aussi de quoi faire penser à une sorte de vengeance. Jay-Z s'est légitimement senti trahi par Damon, qui a eu la fille qu'il désirait. Peut-être qu'au-delà de l'aspect business, il y a aussi de la jalousie, voire une vengeance. Et cette vengeance aurait pu prendre une dimension extrême. C'est en tout cas ce qu'affirme avec poigne une certaine Jaguar Wright, qui est arrivée en tant que choriste chez Jay-Z en 2001. « 2001, donc l'année où Aaliyah nous a quittés, ce qui est pour le moins symbolique. » Il est temps que la mort d'Aaliyah Dana Houghton fasse l'objet d'une véritable enquête. Il est temps que quelqu'un soit honnête et explique qui a donné à Aaliyah la pilule avant de la mettre dans l'avion dans lequel elle ne voulait pas monter. Et il est temps pour Hype Williams d'être officiellement interrogé. Pourquoi a-t-il pris l'avion d'Aaliyah et l'a-t-elle laissé aller dans un avion de clown? Qui lui a demandé de faire ça? J'aimerais que vous réfléchissiez à ce que je vais vous dire. Prétendument, Jay-Z a commandité à Hype Williams de mettre Aaliyah dans un avion défectueux pour se débarrasser d'elle en punition pour l'avoir rejetée et pour permettre à Beyoncé de s'élever alors qu'elle était en difficulté. Cette chanteuse affirme depuis des années avoir vu des horreurs, des choses bien pires que tout ce qu'on peut imaginer dans les cercles de l'industrie. J'ai hâte que tout le monde comprenne ce qui se passe vraiment dans l'ombre. Et selon elle, l'une des pires personnes, c'est Jay-Z. Je pense sincèrement qu'il est un narcissique extrême, qui aime le pouvoir. Il aime pouvoir manipuler et contrôler les gens. Les allégations de Jaguar Wright vont très loin. Quand la vérité sur Tupac sera révélée, 15 autres morts seront résolus et vous constaterez que c'est à chaque fois les mêmes personnes derrière. Mais elle manque souvent de preuves. La légitimité de Jaguar Wright est souvent contestée et remise en question sur les réseaux sociaux. La chanteuse est totalement boycottée par les médias. D'ailleurs, après l'affaire Diddy, où beaucoup de ses dénonciations se sont avérées vraies, le journaliste Piers Morgan l'a invitée dans son émission très populaire. Jaguar y a parlé d'Aaliyah, l'une des causes qui lui tient le plus à cœur, et a pointé du doigt Jay-Z et Beyoncé. C'est un vilain petit couple, ils font des choses très vilaines. Comme mettre des personnes dans un avion pendant qu'elles sont inconscientes. Le couple a bien vu ce passage télévisé et a fait pression, si bien que le présentateur a dû présenter ses excuses à l'antenne dès le lendemain. Mes excuses à Jay-Z et Beyoncé. Le couple contrôle donc soigneusement son image. Ils font pression aux médias qui donnent la parole aux personnes qui les accusent. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne poursuivent pas celle qui les met directement en cause, donc Jaguar Wright. Si tout ce qu'elle affirme est faux, alors il s'agit de diffamation. Pourtant, elle ne fait l'objet d'aucune poursuite. Et petit détail juridique intéressant, il faut savoir que s'il l'attaquait, Jaguar aurait le droit légal d'exiger un discovery, c'est-à-dire une enquête indépendante avec l'accès aux documents confidentiels et la possibilité de retracer tous les liens qu'elle évoque
pour vérifier si tout ce qu'elle affirme est vraiment faux. En plus, Jaguar, qui vit en Pennsylvanie, pourrait demander le transfert du dossier vers les tribunaux de son état, donc bien loin de ceux de la Californie, souvent accusés de corruption. Alors le couple aurait-il quelque chose à cacher dans cette affaire? Leur stratégie s'avère en tout cas très efficace. En réduisant la visibilité médiatique de Jaguar, son message est de moins en moins entendu, et sa cause semblait même perdue. Jusqu'à ce qu'en 2025, coup de théâtre, un groupe d'anciens militaires très réputés a décidé d'apporter son soutien à Jaguar Wright. Il s'agit de l'organisation America's Future Inc., fondée en 1946. Dirigée par le général Michael Tiefline, ancien directeur du renseignement militaire et conseiller à la sécurité nationale, cette organisation est très attentive à la corruption, en particulier dans le monde politique et médiatique. Elle alerte également sur les abus de pouvoir existants dans l'industrie musicale et sur les collaborations que certains peuvent entretenir avec la police, la justice et la politique afin que certaines vérités ne soient jamais révélées. Lors de leur cérémonie annuelle des Defender of Freedom Awards, qui a eu lieu dans la résidence privée de Donald Trump, Jaguar Wright a été invité et a reçu l'un des prix les plus prestigieux. Ce prix est habituellement décerné à des militaires ou à des grands journalistes, et cette année, c'est donc Jaguar Wright qui a été honorée. Être détentrice du Defender of Freedom Awards. Moi, j'étais tout simplement concentrée sur mon objectif. Cette cérémonie s'adressait aux personnes capables de dire la vérité. Peu importe les conséquences, peu importe si on met notre vie en jeu, qu'on subit des pertes personnelles. Tout ça pour le simple fait de casser tous les mensonges et faire émerger la vérité pour les gens et leur faire comprendre qu'ils ont été dans le mensonge. Et à ceux qui ont pu dire que je délirais, que j'étais folle, une menteuse ou je ne sais quoi, réalisez maintenant que je me suis battue pour quelque chose de si glacial qu'un général a pu reconnaître mon sacrifice et me remercier pour ma contribution. Le directeur en personne lui a remis son prix, soulignant sa dévotion sans faille à la vérité et à la justice. Jaguar, je cite, « continue de faire la lumière là où bien d'autres ne veulent pas s'aventurer ». Ce groupe est déterminé à protéger la vérité et à la faire éclater au grand jour. Et il faut reconnaître que ce que dit Jaguar Wright, bien que controversé, n'est pas isolé. D'autres personnes de l'entourage de Jay-Z en particulier ont fait remonter des informations très graves. Jesse, je sais que tu as des tueurs à gages. S'il te plaît, ne me les envoie pas. Il est aussi accusé d'appartenir à des groupes bien plus influents et bien plus obscurs. Alors, est-ce que Jay-Z et son entourage, les groupes sombres qu'il fréquente, Jay-Z traîne avec une certaine Marina Abramovic, qui fait des cuisines de l'esprit et des repas qualifiés. C'est une sorcière. Oui, c'en est une. Et il se met front à front avec elle. Est-ce que tous ces groupes ou une quelconque pratique occulte pourraient avoir un lien avec la disparition d'Alia? C'est une grande question qui mérite une grande réponse. Et donc une vidéo entière, un épisode 2, dans lequel on va pouvoir démêler le vrai du faux. Est-ce que le nom de Jaguar Wright vous dit quelque chose? Et dans lequel, vous allez le voir, de nouvelles morts vont s'ajouter. Le monde du R&B perd. On va aussi pouvoir analyser la carrière d'Alia sous un regard plus spirituel. Vous voulez savoir ce que je crois, vraiment? Je crois que tout ce qui arrive se produit selon la volonté de Dieu. Joyeux Shabbat! Si vous avez lu entre les lignes, vous avez compris qu'il se passait beaucoup de choses spirituellement, mais je vous propose de décortiquer tout ça, d'aller plus en profondeur. Si ici on a effleuré l'iceberg, qu'on a commencé à dessiner les premières pistes, je vous propose pour la suite de plonger au fond de l'iceberg qui commence à enfin se dévoiler. Alors faites-moi savoir en commentaire si vous êtes partant pour un épisode 2. Qui, selon vous, a le plus de chances de faire partie des coupables? Est-ce que, malgré tous ces profils qui avaient un intérêt à ce qu'Alia disparaisse, vous pensez toujours qu'il s'agit d'un accident? J'attends votre avis en commentaire,
Et pour vous faire un avis plus global, je vous renvoie sur les vidéos concernant Michael Jackson et Marilyn Monroe. Vous allez vite comprendre que l'histoire semble se répéter, que les personnes profondément bonnes dans l'industrie du divertissement ont tendance à nous quitter de manière étrange. Les liens de ces vidéos sont en description. Je vous dis donc à très vite dans les coulisses de la fame. D'ici là, portez-vous bien, soyez conscients. Ciao.